Salam alaikum, Azul, bonsoir. 23,72% de participation au référendum du 1er novembre. C'est le chiffre communiqué par le pouvoir algérien. Une bérésina, une abstention record, puisque le régime refuse de reconnaître un boycott massif. En vérité, le vrai chiffre de la participation est 3 fois moins important. Moins de 10% de participation réelle en Algérie. Même avec le vote des militaires dont de nombreux observateurs citoyens ont observé, ont remarqué, ont constaté que ces militaires votaient dans plusieurs bureaux de vote l'un après l'autre. Dans l'immigration, où le bourrage est moins aisé, mais où il a quand même sévi, malgré tout, le taux de participation reconnu par le pouvoir, le taux de participation de la communauté algérienne à l'étranger est de 4,4%, soit environ la moitié pour les élections présidentielles du 12 décembre, les présidentielles. C'est dire la mobilisation de la diaspora. Ces résultats sont les plus bas jamais communiqués par le régime depuis l'indépendance de l'Algérie. Ils sont réellement très bas, même s'ils ont été quasiment triplés. Mais tous ceux qui connaissent un tant soit peu la nature profonde de ce régime et ses méthodes sont dans l'expectative. Ils ne comprennent pas pourquoi le régime n'a pas décidé d'augmenter beaucoup plus ces chiffres, puisqu'il a les moyens de le faire et puisque la haute autorité de surveillance des élections est sa chose, ainsi que quasiment tous les relais médiatiques qui comptent. Pourquoi a-t-il livré de tels résultats? À quelle fin? Qu'est-il en train de concocter pour la suite des événements? Est-il dans une phase de grande purge et a-t-il décidé de se servir de cette gifle des Algériens pour se choisir un autre bouc émissaire dans son propre sein? Et qui est ce mouton de l'Aïd qu'il s'apprête à nous sacrifier? Chengriha, Tebboune, les deux, d'autres? Ce qui ne fait aucun doute est que ce régime aurait très bien pu annoncer un chiffre beaucoup plus important, comme à ses habitudes, aux environs de 50% au moins, sans faire plus de vagues pour autant. Un tel résultat serait passé comme d'habitude. Alors, pourquoi celui de 23%? La question va très certainement avoir ses réponses très vite et nous ne tarderons pas à assister à une vaste recomposition de l'échiquier politique. Il ne fait aucun doute sur ça. L'autre grand scandale de ce référendum, et qui a été occulté avec un soin qui confine à la paranoïa, réside dans le vote des militaires, que leur hiérarchie a contraint, pour la plupart, à voter en civil, pour donner l'illusion qu'il y a affluence dans les bureaux de vote. Or, les militaires, pour la plupart des appelés du service national, sont très attachés au Hirak, qu'ils soutiennent secrètement jusque par des graffitis à l'intérieur même de leur caserne. Ils ont très fortement répondu à leur commandement avec une très intelligente façon. Ils ont presque tous voté non ou nul. Partout où ils ont voté, c'est le nul et le non qui l'ont emporté. Et cela a déclenché une véritable panique au sein du haut commandement de l'armée. Un journal en ligne a même fait état de la convocation d'une réunion d'urgence
au plus haut sommet du haut commandement. Cette attitude des électeurs militaires a été ressentie comme une menace, tout particulièrement dans de telles conditions où les chefs de la junte ont besoin d'être rassurés sur l'engagement des troupes à leur côté, en cas d'explosion populaire, à Dieu ne plaise. Et ainsi donc, toujours pour rester dans les propres chiffres communiqués par le régime, et dont tout un chacun sait qu'ils ont été gonflés ou minimisés selon les besoins de la cause. Signalons pour l'exemple le chiffre des seuls bulletins nuls, majoritaires dans les urnes, qui ont été ramenés à 633 385, alors qu'ils étaient au moins du double. Jamais dans l'histoire du régime algérien, passé maître dans l'art de la fraude électorale, un tel désaveu n'a été rendu public. Le plus incroyable, s'il n'était ridicule, est dans la conférence de presse de Mohamed Sharfi, le président de la Haute Autorité de Surveillance des Élections, Zama. Alors qu'il est censé être neutre et de ne s'exprimer que sur sa mission, il s'est fait le représentant du régime, un peu comme s'il était son porte-parole officiel. Et il a livré à l'opinion publique une véritable caricature de communication qui montre combien ce régime est en panne. Ce monsieur a félicité le peuple pour cette, dit-il, je cite son propre mot, flambée populaire, 23%. Il a affirmé que l'Algérie a eu la chance d'avoir un président halal après le 12 décembre. Et maintenant, la chance d'avoir une constitution halal, nous dit-il, après le référendum. Et il pousse le bouchon, ce monsieur, jusqu'à se féliciter de cette grande victoire du peuple algérien qui a massivement voté, nous dit-il, qui a massivement voté oui à ce projet d'amendement constitutionnel. Il ne sait pas combien il a raison. Une formidable, une magnifique, une fabuleuse victoire du peuple algérien, mais une victoire du peuple algérien contre le régime et contre ce monsieur qui parle pour le régime. Le plus important dans cette entreprise scélérate du régime, dont les desseins sont autrement plus terrifiants que ne l'avoue la pseudo-opposition. Il ne fait plus de doute que ceux qui ont lancé cette opération référendaire ne sont pas les mêmes qui ont livré les résultats de la consultation. Et il ne fait plus de doute que les choses sérieuses ne font que commencer. Les jours à venir vont être très riches en rebondissements. Les Algériens se réapproprient leur 1er novembre. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Idir Nouren, analyste politique, Yahya Mkhioba, journaliste, militant pour la démocratie, membre du mouvement Rachad. Yahya, Idir Nouren, merci d'être avec nous. Je vous remercie pour l'invitation. Je salue tous les téléspectatrices et les spectateurs. Merci Yahya Mkhioba, merci d'être avec nous. Merci à vous surtout. Merci. Alors, Idir Nouren et mon ami, mon collègue Chaban Qassi, qui est avec nous et qui va donc commencer par nous dire quelques chiffres sur ce très curieux
référendum, Chaban. Bonsoir Djameldine, bonsoir aux invités, aux téléspectateurs. Le peuple a répondu présent malgré que Tebboune a choisi ce 1er novembre. Il a répondu à sa manière. Je ne vote pas contre mon peuple, je boycotte. C'est le hashtag qui a circulé maintenant depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Le pouvoir algérien a pris donc une gifle, un vrai fiasco. On va annoncer les résultats dans quelques instants, mais juste peut-être remercier les téléspectateurs qui nous ont aidés avant-hier, toute cette semaine, hier et encore ce soir, à nous avoir diffusé des images rapidement. L'autre fille, Double Canon, recevait une maman hier. Elle lui disait au téléphone, grâce à vous, j'ai fait demi-tour et je n'ai pas été votée. C'est une maman qui va voter depuis plusieurs années en regardant Aouras TV. Donc voilà, je voudrais remercier aussi toute l'équipe technique et la rédaction, bien évidemment, d'éclaircir les téléspectateurs, mais c'est vous qui faites l'image. Alors, bien évidemment, les pourcentages, c'est bien beau, selon le pouvoir algérien, puisque vous allez revenir sur les réels chiffres, selon votre expérience et vos analyses avec vos invités, Djameldine. Il y a exactement 24 464 161 inscrits. Les votants, ceux qui sont allés déposer leur bulletin, donc annoncé par le pouvoir algérien, 23,72%. Pour être clair, c'est 5 798 006 personnes. Un boycott, donc, à 76,28, soit plus de 18 666 000 donc, personnes. Selon le pouvoir algérien, toujours, le oui l'emporte avec 3 873 000 personnes qui ont dit oui, 66,8 pour 80%, et des non qui ont dit donc à hauteur d'1 900 000 personnes. Les nuls, bien évidemment, ce sont ces bulletins qu'on peut déchirer, hachurer, faire une trace dessus, qui ne sont pas contents. Comptez, vous l'avez dit, Djameldine, plus de 630 000 bulletins nuls. Donc la conclusion, le non plus le boycott, c'est plus de 20 500 000 personnes, soit 84% qui rejettent ce système et qui font appel au changement. Selon bien évidemment M. Chorfi, président de l'ANI, qui a communiqué à la diaspora internationale un résultat de 4,4%. Alors même si Tebboune a affirmé il y a quelques semaines être le président le mieux élu, on va pas revenir sur ce 12 décembre, la presse en international en a parlé, des élections qui se sont déroulées dans des conditions pas possibles, les images ont parlé d'elles-mêmes, il faut savoir que le taux de participation était de 39,88%, et là selon les chiffres du pouvoir, et là on est à 23,7%, donc encore une fois d'élection en élection, c'est pour ça que je vous parlais de chiffres et de gifles et de fiasco, d'élection en élection, bien évidemment le peuple ne répond plus et n'est plus présent aux élections. Alors rapidement, avant de vous quitter, un référendum constitutionnel en Algérie avec ce taux de participation 23,72 comparé à celui de plusieurs pays, écoutez bien, semble alors être non seulement le plus bas de l'histoire de l'Algérie pour commencer, 78,9 en 89, 79,8 en 96, mais aussi le plus faible en comparaison avec plusieurs pays du monde. Le taux de participation, par exemple, pour le même type de référendum fut de 95,6 en Tunisie le 26 mai 2020, de 58,25 en mars 2020 en Guinée, de 50,9% au Chili le 25 octobre 2020 et en Espagne en 2005, donc c'est 42,3%. Et donc vous l'avez compris, vraiment on remarquera que le pouvoir algérien a perdu une totale confiance avec ses téléspectateurs. La diaspora était bien évidemment absente. Pour vous donner un chiffre, par exemple, à Strasbourg, sur 70 000 votants, c'est 129 personnes seulement qui ont déposé leur bulletin samedi, et un moins hier dimanche. Sur ces 150 personnes pour arrondir, sachez bien évidemment qu'il y a les fonctionnaires, il y a ceux qui travaillent dans les bureaux de vote par exemple. Paris qui compte près de 150 000 inscrits, c'est 100 personnes seulement samedi dernier, donc une diaspora totalement absente. Avant de vous quitter, pour vous dire que le pouvoir algérien est de plus en plus illégitime, malheureusement, encore une fois, nous ne l'inventons pas, ce sont les chiffres. Lorsque vous allez sur la page principale des consulats de France ou du monde entier, vous allez tomber donc sur un cadre qui vous dit information, comment vous votez, comment vous inscrire, et puis venez écouter donc l'intervention donc du ministre des Affaires étrangères, et bien encore jusqu'à cet après-midi seulement, écoutez bien, en termes de diaspora, seulement 1850 personnes ont vu cette vidéo. C'est lorsque vous cliquez, c'est officiel, ça vous tombe donc sur une page réseaux sociaux YouTube, et là vous regardez le chiffre, donc pour vous dire que personne n'a écouté ce ministre des Affaires étrangères qui, dans un discours de 5 minutes, bien évidemment, apporter quelques éléments pour donner envie à la diaspora. Voilà un peu les chiffres. Merci Chaban. Vous reviendrez à la fin de cette émission pour nous parler un peu, pour nous faire une petite revue de presse à l'international. Avec plaisir. À tout à l'heure. Alors, mes chers amis,
D'abord, moi j'ai remarqué dans les chiffres communiqués par Chaban, il a bien fait, au lieu de nous parler des participants, il nous a parlé de ceux qui n'ont pas voté. 76,20 à peu près au 30%. C'est plus parlant comme ça. Hein. Évidemment. 76% des Algériens, 3 quarts de la population. Et encore, selon les chiffres du régime dont on sait qu'ils ont été triplés. Les chiffres qu'on a, non, les chiffres qu'on a, sincèrement, le chiffre que j'ai depuis hier soir, nombre de votants, diaspora compris, il est de 9% à peu près. C'est ce que dit tout le monde. Voilà, c'est le chiffre que j'ai. Oui. Mais ce qui est le diaspora, vous avez dit 9%, 9. Non, c'est 4,4%. Non, quand on fait l'intérieur et l'extérieur, c'est le total. Le total national est de 9%. C'est-à-dire que les électeurs en Algérie, en plus de la diaspora, on fait une moyenne nationale. Oui. La moyenne nationale de participation... on ne peut pas faire une moyenne nationale de cette façon. Si en Algérie, il y a 23% de participation, vous ne pouvez pas mettre 23% plus 4,4%. Non. Par exemple, s'ils ont 26%, 27% selon eux au niveau national, quand ils rajoutent 4% de l'immigration, ça tire le chiffre national vers la baisse, c'est-à-dire ça le tire vers 23%. C'est comme ils font un corps électoral qui a 24 500 000 électeurs inscrits. Voilà, et c'est sûr que ce corps-là, il y a 23% au niveau national, selon le régime. Selon les chiffres qu'on a qui sont indépendants, qui émanent de l'intérieur du régime, c'est 9% de taux de participation des Algériens. De l'intérieur et de là. Selon des chiffres confidentiels. Absolument. Pas les chiffres officiels. Ce qui est choquant cette fois-ci, c'est que, et là, pour moi, c'est un choc. Ce n'est pas l'abstention massive, parce qu'on est toujours depuis au moins 15 ou 20 ans, le peuple algérien ne cesse de déserter les bureaux électoraux et les élections du régime. Et on est sur une courbe, sur le plan de l'abstention ou du boycott, on est sur une courbe ascendante qui est visible depuis 20 ans. Descendante plutôt. Non, ascendante en termes de boycott. Oui. En termes de boycott, pas en termes de participation, elle est descendante. Mal compris. Oui, ça peut être mal compris, absolument. Mais c'est la première fois que toutes les casernes, je dis bien toutes les casernes, si ce n'est pas une majorité absolue, l'information que j'ai eue, c'est qu'il n'y a pas une caserne qui a fait exception. Toutes les casernes de l'ANP ont voté non. Non et nul. Voilà, et nul. Mais nul, c'est des voix qui ne sont pas comptées. Mais quand on compte les voix qui sont exprimées, le oui ou le non l'emporte partout. Oui. Et là c'est dangereux. Premièrement, c'est un désaveu de la part de l'armée, la base de l'armée et les corps intermédiaires, les officiers intermédiaires et les djounoud par rapport à leur direction, par rapport à leur commandement, qui a émis des ordres et des instructions aux djounoud et aux militaires de voter oui. Et la deuxième chose, c'est que c'est la première fois qu'on observe une telle fracture au sein de l'armée sur la chose politique. Là, c'est dangereux. C'est qu'avant, le régime menait la société vers la division. Là, il est en train de mener l'armée vers la division. Et le comble, c'est que ça a été rapporté par le journal de Sommar Algérie Part, qui dispose d'informations confidentielles. Je pense, il doit avoir ses sources. Bien sûr, voilà, en tout cas, lui a affirmé, et il n'a pas été démenti, que le haut commandement a convoqué une réunion d'exception sur ce problème. C'est pour ça que... Et il nous a été rapporté par ailleurs qu'il y a quelques semaines, une grosse enquête avait été diligentée au sein de l'armée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont trouvé à l'intérieur des casernes, je crois dans les toilettes, je ne sais pas quoi, des slogans hirakistes. À l'intérieur des casernes. Ouais, et ça a semé la panique. Parce qu'ils se disent, si demain il y a une explosion populaire, les troupes risquent de rallier surtout que la population. Et donc, ce que je voulais dire à l'étranger pour mourir. Pour rebondir sur ce qu'a dit Yahya, moi je ne rentrais pas dans ce discours de l'armée, la rupture du commandement. Ils ont instruit leurs djounoud d'aller voter. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est d'analyser politiquement. On ne peut pas absolument être dans un discours politique en imputant à l'institution militaire l'ensemble de tous les problèmes. L'état-major nous pose problème. Il faut faire le distinguo entre l'état-major et l'institution. Oui, c'est le maître du régime. Il peut instruire. C'est le maître du pays. Oui, mais ça, donc forcément, tout ce qui est... Je parle de la dynamique de raisonnement. Oui. On ne va pas dire à un troufion appelé ou active, caporal, etc., il faut voter, il faut voter. Ils peuvent le dire, ce n'est pas là le souci. Mais l'essentiel n'est pas là. Le désaveu, on doit d'abord l'analyser politiquement. Moi, je ne l'analyse pas à travers une institution. Pour moi, ça marque un désaveu pour l'état-major.
l'institution qui doit porter la responsabilité de l'échec, c'est même pas M. Tebboune. Rappelez-vous de sa réflexion lors d'une interview qu'il a donnée, où il a dit et exprimé que même si cette constitution ne passait pas, je travaillerai sous l'ancienne. Donc ça, c'est acté. Or, l'état-major a, dans la nouvelle mouture de la Constitution qui a été validée, on va parler après de la promulgation, comment, dans quelles conditions, il y a 2 articles. C'est justement la projection de nos forces armées vers l'extérieur et l'article 30, je pense, qui donne de jurer par le droit à l'armée de s'impliquer dans la vie à la fois économique, politique et financière. Quand dans ce même article, encore une fois, je radote, je m'excuse auprès des téléspectateurs, il dit l'armée veille aux intérêts vitaux et stratégiques. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de valider cette constitution à travers ces 2 articles. Parce que l'armée a toujours géré les crises, mais elle n'a pas géré la crise de l'APN. Elle laisse les appareils gérer. Non, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Par contre, l'état-major prend l'entière responsabilité de cet échec. C'est un désaveu populaire. Malgré tous les moyens qu'ont mis l'État, donc l'argent du contribuable, pour ameuter les clientèles, les associations fictives, certains arches dans l'intérieur des terres, à l'intérieur des terres, les zaouïas, les relais sociaux, pour arriver à ce chiffre-là. Moi, je pense que la question que vous avez, si vous permettez, monsieur Benchenouf, la question que vous avez évoquée lors de votre édito est d'une pertinence absolue. À quoi sert la déclamation de ces chiffres, à quoi cela correspond? Alors qu'ils auraient pu opter pour 40, 50, arriver à... le problème, c'est qu'il y a le Hira qui est passé par là. Et même les administrateurs au sein du wilaya, tout le monde a peur. Que ce soit au niveau du wilaya... Je vous arrête, je me permets, je vous laisse reprendre. Les présidentielles du 12-12, c'était en plein Hirak. Oui. Pourtant, tout le monde sait que les vrais chiffres des présidentielles étaient d'à peu près 9%. Ça ne les a pas empêchés de les monter à 40%. D'accord. Mais même le taux de participation réel, je ne parle pas du fictif, du réel, était plus important lors du 12-12 que hier, lors du référendum pour la Constitution. C'est à peu près le même, 9% à peu près. À peu près. Bon. On avait annoncé le chiffre de 9%, je confirme. Donc, ils sont dans une impasse. Même leurs propres relais au sein de l'administration, au sein des entreprises publiques et puis au sein des casernes, ne fonctionnent plus avec la même fluidité que fonctionnait avant. Et on voit que maintenant, si les casernes osent dire non à leur commandement... Excuse-moi, Yahya, quand tu dis la fluidité, tu veux parler d'autorité. D'autorité, bien sûr. Quand l'ordre sort de Tagara, il est tout de suite exécuté à Adrar et à Ingzem, voilà, à la minute près. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Parce que les administrateurs et même les chefs militaires et civils ont peur. Parce qu'il y a beaucoup de leurs copains et de leurs ex-collègues qui se trouvent aujourd'hui en prison, faisant partie de l'ancien régime, soi-disant. Maintenant, il y a la responsabilité de l'état-major, parce qu'hier, on nous a présenté Chengreha en train de voter. Et c'est peut-être la première ou la deuxième fois qu'on voit ça à la télévision. Il n'y a aucun pays au monde qui se respecte. Qui envoie son chef d'état-major. Voilà, par la presse, le vote du chef d'état-major. Mais il y a aussi la responsabilité, elle n'est pas que celle de l'état-major, il y a aussi la responsabilité de la police politique, ce que j'appelle l'état profond ou le DRS, qui est en force, qui manipule les médias, qui manipule les partis politiques, parce que ce n'est pas l'état-major qui manipule les partis. Vous m'amenez justement à vous poser une question en particulier que je vous avais préparée, dont vient de parler Edir. Est-ce que ce sont les mêmes qui ont lancé cette opération référendum pour le 1er novembre, qui ont choisi cette date très symbolique, quitte à se casser la gueule, pardon pour le terme, qui nous ont donné le chiffre? Est-ce que ce sont les mêmes qui ont lancé l'opération, à travers lesquels on a vu un Tebboune très engagé et surtout un chef d'état-major qui s'est trop exposé à faire une véritable campagne électorale pour venir ensuite nous donner un tel chiffre? Nous qui savons comment il manipule les chiffres. Il y a des tiraillements à l'intérieur et c'est visible. Donc est-ce que d'après vous, ce n'est pas M. Chengreha qui a donné le feu vert pour ces chiffres? Ils sont dans l'obligation de faire des concessions à l'intérieur. Il y a des tiraillements en termes de constitution, parce que c'est visible qu'il y a une bonne partie de l'armée qui ne veut pas de cette constitution, qui l'engagerait dans le futur proche, dans des opérations extérieures dont ils ne veulent pas. Et ils ont raison.
Et qui auraient profité de cette aubaine pour, même s'ils ont multiplié le chiffre par 3, pour donner un chiffre aussi bas, pour mettre mal à l'aise un Chengueleha. Il y a une police politique qui sait que la société bouillonne, que la situation économique et sociale, elle est au bord du chaos. Et qui sait très bien qu'avec la loi de finances 2021, qui va apporter des augmentations en termes de TVA, de prix du gasoil et de l'essence, que la société civile ne pourra plus supporter. Et cette peur-là, que la situation dégénère d'ici la fin de l'année, pousse des gens à crier haut et fort ce qu'ils pensent à l'intérieur du régime. Le commandement doit faire des concessions. Même s'ils avaient la volonté de communiquer autour de 35 ou de 40% de taux de participation, ils font une concession pareille pour dire, voilà, c'est oui, mais c'est 23%. Par contre, mais ça ne règle pas le problème. Quand vous avez toute une population, avec leurs chiffres, 84% de la population, ou 83% avec les noms, qui est contre cette constitution, vous ne pouvez pas bâtir une république avec une majorité absolue de la population qui est contre vous. Ce n'est pas possible. Ce que je voulais dire, parce que c'est un débat intéressant, quand il dit qu'une partie de l'état-major ne voudrait pas de l'article qui... Non, pas une partie de l'état-major, une partie de l'armée. Une partie de l'armée, c'est les corps intermédiaires, voilà. Je parle des corps intermédiaires. Voilà, qui pourrait ne pas souscrire à l'idée de projeter nos forces à l'extérieur. Je suis au regret de te dire, mon cher ami Yahya, que c'est en deçà de tout ce que votre mouvement dit et que beaucoup de démocrates disent, dans le FFS, le RCD, la subordination du pouvoir civil au militaire. Le militaire doit obéir aux politiques. Donc la crise interne, en théorie, et il faut bien à un moment donné qu'on clarifie les choses, c'est quoi la subordination du militaire aux politiques. C'est pour ça que je me dis, là il y a une petite faille dans les éléments que propose donc Yahya. Parallèlement à ça... Je n'ai pas compris la faille. Non, c'est-à-dire quand tu dis qu'une partie de l'armée, c'est-à-dire de tous les corps d'armée, les sous-officiers, je ne pense pas qu'ils... les officiers, te disent on est contre l'article. On est contre l'article. Ce qui les engage personnellement. Non, ça les engage. Ça engage l'institution militaire. Dans ce cas-là, ils ne font pas l'armée. Ces militaires-là dont tu parles doivent faire obligation d'obéir au pouvoir politique. Donc c'est là où je te dis qu'à partir du moment où nous exigeons la subordination du pouvoir militaire au pouvoir politique, le militaire, il exécute ce que dit le pouvoir politique. Mais ils ne sont pas dans une dynamique de légitimité. Ils sont dans une dynamique de rapport de force. Mais attends, on est d'accord. Même les militaires, quand ils sont engagés dans cette armée, les militaires qui sont là aujourd'hui, au moment de la signature de leur contrat, l'article constitutionnel qui prévoit leur envoi à l'extérieur du pays n'existait pas. Oui, on est donc c'est même en termes d'emploi, si on raisonne en droit social, c'est une nouveauté plutôt dans leur fonction qui n'existait pas dans leur contrat de travail. On peut demander à la limite, à ce moment déréglementer, ceux qui ne sont pas d'accord, ils sortent de l'armée, point final. Mais ça, c'est pour le point de vue... Non, c'est-à-dire mais sur le plan politique, oui, bien sûr. Oui, évidemment, voilà, c'est ça. Mais si vous permettez. Allez-y, comme ça je ne vais pas couper. Ce que je voulais dire en plus, Yahya a parlé de Chengueleha et vous aussi, monsieur Betchounouf. Je suis entièrement d'accord. Quand un chef d'état-major dont la mission n'est pas d'adouber le président de la République ni sa politique, il n'a même pas à la commenter, à l'encenser ou la disqualifier, a fait, comme vous l'avez dit, s'est fait le porte-voix du régime pour amener la population algérienne, le peuple algérien à aller voter. C'est une violation de la nouvelle constitution et de l'ancienne à la fois. Alors moi, la précision que je voulais avoir de votre part, du moins une tentative de lecture, c'est que peut-être que je me suis mal exprimé. Alors, M. Tebboune, qui est la partie visible du régime, mais qui n'en est pas la partie qui décide. Décidante. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il ne décide de rien, M. Tebboune. Donc, lui et ceux qui étaient derrière lui, c'est-à-dire les vrais tenants du pouvoir, l'état-major notamment, dont on sait qu'il y a des tiraillements en son sein, ont décidé d'aller vers cette dynamique de référendum du 1er novembre. Ils ont même capté cette date emblématique, etc. Beaucoup de gens disent pourquoi. Pour deux raisons. La première est de pouvoir faire sortir l'armée de façon constituante, en faire un gendarme du Sahel. Et c'est pour ça que la plupart des militaires qui ont voté non, parce qu'ils ne veulent pas aller jouer au casse-pipe pour les autres. Et la deuxième, c'était un peu pour occulter la bérésina du 12-12, des présidentielles, un taux de participation dans les bureaux de vote absolument catastrophique,
il voulait le compenser par cette fois-ci en mettant tous les moyens pour mobiliser autour du 1er novembre. Pour mobiliser, pour faire venir des gens dans les bureaux de vote. Mais ce qu'ils n'ont pas compris. Oh, laissez-moi juste... Alors, il voulait avoir beaucoup de gens dans les bureaux. Ce sont les deux raisons principales. D'abord, légitimer, donc le 12-12 par le 1er novembre, où on aurait vu des millions de gens dans les bureaux de vote, ceux qui n'ont pas obtenu, et permettre à l'armée de sortir de façon constitutionnelle, même si rien ne lui interdit par ailleurs. Or, ceux qui ont lancé cette dynamique, dont M. Chengueria était l'un des têtes de file. Absolument. L'une des têtes de file. Et qui s'est particulièrement exposé en faisant une véritable campagne électorale. Bien sûr. Plus d'une vingtaine de discours, de sorties. Il a plus parlé que Tebboune. Que Tebboune. Absolument. Alors, moi, je vois très mal, connaissant les méthodes, les codes de ce régime, je vois très mal ceux qui ont lancé cette dynamique venir se désavouer publiquement en communiquant un tel chiffre, qui est de toutes les façons gonflé, alors qu'ils auraient pu le gonfler à 40, à 45, à 33, 35. Pourquoi ont-ils voulu le laisser à 23 ? Est-ce que c'est pour préparer Kabch el-Eid qu'ils vont nous sacrifier ? Ça, c'est une analyse de ma part. Oui. Là, je pense que M. Chengueria, plus il s'expose aux médias, plus il s'expose au placard. Vous savez, c'est pour ça que j'ai parlé de la police politique et du DRS. La méthode du DRS, de Toufir et de ses enfants, c'est que interdire au peuple algérien le droit de s'autodéterminer politiquement, amener un chef de l'État, entre parenthèses légitime ou pas, al-Moradiyya, puis dégager l'état-major. Et ça a toujours été comme ça. On est dans l'éternel conflit entre services de sécurité et état-major. Dès qu'on n'a plus besoin de l'intervention de l'état-major dans le politique, ou pour faire peur, ou pour faire sortir l'armée dans les rues, on essaie de le neutraliser et de faire du chef de l'État notre propre marionnette. C'est ce qu'ils ont fait avec Chadli, avec le colonel à l'époque qui était Toufir et Raad Belkher en 90. Ils sont en train de le refaire aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à la présidence, on a un colonel qui s'appelle, plutôt un général, Hadj Redouane, qui était pendant 15 ou 17 ans chef de cabinet de Toufir, qui est principal conseiller à la sécurité nationale de Tebboune à la présidence. Et on a aussi le colonel Shafiq Msbah, qui a son propre bureau à la présidence de la République. Donc, ces deux officiers-là viennent des services. C'est les poulains de Toufir. Toufir et ses amis ont toujours voulu et fait que l'état-major fasse peur au peuple pour dire que si vous bougez, l'armée sort dans les rues. Mais dès qu'on met un chef de l'État à la présidence, on veut neutraliser le rôle politique de l'état-major pour que les services deviennent seuls maîtres à bord. Il paraît que Shafiq Msbah en gonflerait beaucoup son véritable poids. Non, je n'y crois qu'il pas. ne représente pas aussi tellement cet état profond qu'on le dit. Il y aurait des gens autrement plus étoffés que lui. Je vais vous dire pourquoi Makash Menha. Parce que personnellement, j'ai assisté à une de ses conférences en 2012 à la Sorbonne, où il disait qu'il ne fallait pas, que la politique d'éradication n'a ramené à rien. On a tué, c'est pas lui, c'est qu'on a amené le pays dans une guerre civile où il y a eu 200 000 morts. On en a marre de l'éradication, il l'a dit, j'étais là. Donc quand on voit un ex-officier pareil dire des choses pareilles, qui sont parfois même intelligentes et même intéressantes sur le plan politique, accepter de revenir au poste et à la présidence de la République et cautionner un régime pareil, qui fait tout le contraire de ce qu'il disait quand il était en dehors du pouvoir, c'est que pour moi, il y a une complicité. Si on n'est pas convaincu, on démissionne. Si on se prétend intellectuel, oui, mais il n'aurait pas cette importance que lui donnent les gens. C'est la boîte noire. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de gens qui réfléchissent comme Shafiq Msbah et certains ex-ministres que je nommerai pas. Idée. Moi, c'est-à-dire que je suis stupéfait par le fait qu'on ramène tout. C'est vrai que la police politique a été... Elle a œuvré pour nous amener là où nous en sommes aujourd'hui. Elle œuvre toujours, c'est pas du passé, c'est du présent. On parle du présent, monsieur Hüden. Oui. J'entends ce que tu dis, il n'y a aucun souci. On en avait parlé il y a plus de 2 mois et demi, où j'avais dit moi-même que c'est le système Toufir qui est en train de se remettre en place. Voilà. Toufir est un homme. Vous aviez même dit les Toufir Boys sont Toufir. Voilà, c'est exactement ça. Là, on est d'accord. Par contre,
si on doit parler de Shafiq Mesbah, éradication, pas éradication, qu'on fait des similitudes entre ce qui s'est passé en 90 et ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas le même contexte. En 90, c'est les mêmes acteurs. Non, c'est les mêmes acteurs. C'est pas tout à fait les mêmes acteurs. Non, c'est pas. Non, excusez-moi. Non. Pas au même stade d'importance. Moi, je suis pas. Oui, mais Chengueriha n'était pas comme Nazar. Non, il était opérationnel. Ammar, il n'était pas comme Saïd, pas comme Tofek. Excuse-moi, était ministre. Oui, mais non. Tebboune était Walid Tizi Ouzou, ministre délégué aux collectivités locales. Chengueriha était dans le secteur opérationnel de Bouira. En termes d'importance, par rapport aux gens vieillistes, il ne faisait rien. On peut me laisser. Allez-y. Oui, bien sûr. Quand il dit c'est les mêmes acteurs, en élément constitutif, moi je ne suis pas d'accord. Dans quel sens? C'est comme 1991, 1992, contre la crise. L'armée était l'élément constitutif de la crise. Là, on peut être d'accord. Il a agrégé autour de l'armée certains partis démocrates qui ont donné le CNSA, Abdelhamid, etc. Et il y avait en face les militants du FIS et la création, etc. L'armée, à cette époque-là, vous avez cité quelques noms, on peut en citer d'autres, était l'élément fondamental de la crise. Or, aujourd'hui, à quoi on assiste? Moi, quand j'entends généraux sécuritaires, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Si ça veut dire police politique, mais il faudrait qu'on, par exemple, dans le concept de généraux sécuritaires, Yahya et ses camarades nous expliquent le contenu de qu'est-ce que ça veut dire. Aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons eu des crises ici au niveau des diasporas, éradicateur, pas éradicateur, double rupture, pas double rupture, etc. Mais on n'est plus dans le même contexte, c'est plus les mêmes citoyens. Là, actuellement, c'est des jeunes qui vont prendre le relais dans le cadre de la politique, et on n'a plus. L'armée, elle est en train de jouer la division à ce niveau-là, la police politique, mais l'armée, elle ne fait pas partie de l'équation aujourd'hui, sauf dans la manipulation. Elle va être l'arbitre. Et c'est là où est la différence, Yahya. C'est-à-dire qu'en 90... Ah non, mais il n'y a pas de souci. Moi, quand je vous entends... Pendant une année... Et il décidait de non, tout. Il a même convoqué. Non, je parle de maintenant, 2019-2020. Développe alors. Donc il a même convoqué le corps électoral pour le 12 décembre. Il a même installé un président. Voilà. Et vous me dites que l'armée n'est pas dans l'équation. Ah non, on parlait d'éradication. J'ai rebondi sur ce que tu as dit de l'époque. Alors, je parle de maintenant, de la politique. Dans ce cas-là, je te rejoins. Alors, à partir du moment où l'un et l'autre, vous nous amenez sur ce terrain, après, on va revenir sur le boycott, parce qu'il faut en parler. Oui, tout à fait. Moi, je suis un peu... J'avoue, je vais utiliser un mot un peu fort. Je suis stupéfait d'écouter, d'entendre des analystes de votre niveau nous parler de l'armée, des services secrets, de l'État profond, des politiciens, des partis, comme si nous étions dans un État à peu près normal, où l'armée, même si elle s'immisce, mais elle fait quand même de la politique. Les services secrets, c'est une question de rapport de force entre... Moi, ce que je sais... Je vais vous répondre. Et je vais vous donner la parole. Moi, ce que je sais, c'est que nous sommes dans un système mafiocrate qui a été pris en otage par une junte militaire, qui a pris en otage elle-même toute l'armée, à côté d'elle ou sortie d'elle des services secrets dits l'État profond, qui est une pierre tentaculaire qui va au plus long possible et qui a couvert la corruption comme personne d'autre et dont on nous raconte aujourd'hui que sans elle, la corruption a pu proliférer, prospérer. Et je suis en train de voir que les uns et les autres, avec ce pouvoir de façade qu'ils ont installé, M. Tebboune en l'occurrence, ont capté, ont volé, ont souillé, ont profané une date emblématique de l'histoire algérienne pour essayer de nous fourguer autre chose. Et ça ne leur réussit pas. Et c'est là le côté majeur, pour parler du boycott. Et nous sommes en train de nous abîmer dans dans des équations infinies sur la qualité des uns et des autres. Mais je vais vous dire qui sont tout à fait erronées. L'armée, c'est une junte qui a pris le pouvoir. Totalement le pouvoir. Il y a un problème. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec mon ami Idir, qui dit qu'on n'est pas dans le même peuple, ce n'est pas les mêmes acteurs. Non, le contexte. La société, je suis d'accord avec vous. C'est qu'en 92, allez, c'est nous les 92, et je ne le fais pas exprès, c'est que le conflit politique ou la confrontation politique qui a commencé en 92, on ne l'a pas encore terminé. Bien sûr. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces gens-là et leurs chefs de l'époque et certains politiciens aujourd'hui qui sont encore présents
nous ont vendu en 92 la sauvegarde de la République. Oui. C'est-à-dire qu'on nous a vendu l'intervention militaire dans le champ politique pour sauver la République. Or, en 2020, on a tout sauf une République. Moi, j'ai entendu quelques camarades en Algérie, dans certains web radios il y a de la semaine, disent « Oui, mais c'est un ministre de la République. » Mais de quelle République vous parlez? Voilà, je me demandais exactement. Très bien. Là, je l'ai répondu à la dame, je lui ai dit « Quand Platon, il se met à il suicider. » De quelle République on parle? Est-ce que c'est une république où un chef d'état-major vient nous vendre des discours politiques chaque semaine à la télévision? Oui, le chef d'état-major convoque le corps. Est-ce que c'est une république lorsque des généraux sont milliardaires en dollars Absolument. et qu'ils ne le cachent même plus? Donc c'est pour ça qu'on parle de ça. Il ne faut pas évacuer l'histoire, parce qu'on n'est pas dans l'histoire, on est dans le présent. Ceux qui étaient dans l'opérationnel dans les années 90 sont au pouvoir aujourd'hui. Et les prisonniers politiques qui étaient en 90-91 en prison, ils sont encore en prison. On a des gens qui ont 27-28 ans de prison, encore en prison, des gens interdits de faire de la politique, des gens interdits d'avoir un passeport et des gens interdits de rentrer chez eux. Donc on ne vient pas me dire, non, il faut oublier, il faut évacuer l'histoire. Non, je ne suis pas là. Pour eux, ça c'est l'histoire, mais en même temps, on ne peut pas avancer sans avoir ces éléments de l'histoire, surtout que ces éléments de l'histoire, aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Chingriha était dans l'opérationnel. Monsieur comment il s'appelle, Général Mdjahed, qui était récemment à la présidence, était dans l'opérationnel. Il était à Chelchel, il était même commandant des forces terrestres. Donc, et ces gens-là nous disent Al-Jumhuriya al-Jadida. Donc, ils ont sauvé la République en 92, et là, ils nous vendent l'histoire de la nouvelle République. Non. Si on parle des militaires, c'est un nid à dire la situation. On aurait aimé parler d'autre chose. Absolument. Ce que je voulais dire dans ce que dit Yahya, il faut absolument une justice transitionnelle, que l'histoire soit écrite et traduite de manière sereine, apaisée sur ce qui s'est passé. Ça, c'est le premier. Bien sûr. Cependant, justice et vérité. Cependant, ce qui s'est passé. Ah oui, évidemment. Tout. Évidemment, Voilà. parce que ça handicape le peuple. Tous les acteurs, bien sûr. Moi, je peux parler de 2001 que j'ai vécu à Tizi Ouzou. Oui, bien sûr. 127 morts. Absolument. Ça ne s'efface pas comme ça. Absolument, bien sûr. Ce que je voulais dire par contre, et tu seras d'accord avec moi, c'est que ça doit passer par une justice transitionnelle et surtout par un droit d'inventaire de tous les acteurs de l'époque. C'est une manière... Civils et militaires. Oui, civils et militaires. Islamistes, libéraux, et laïcs, tout le monde. Absolument, on est d'accord. Et ça permettra d'exorciser le mal définitivement. Exactement, on est d'accord. On est d'accord. On n'est pas mieux que les Sud-Africains ni les Chiliens. Alors, nous allons revenir à quelque chose qui est en fait censé être le centre de notre émission, ce magnifique, ce fabuleux boycott. On n'a jamais vu quelque chose du genre. Qui s'est exprimé, mais alors d'une façon absolument fabuleuse en Kabylie, parce qu'en Kabylie, les Kabyles n'ont pas seulement boycotté, ils ont manifesté, ils ont boycotté activement. Ils ont même empêché les bureaux de vote d'ouvrir. Ils ont vraiment manifesté et comme un peu pour donner une leçon à ceux qui les traitent de zouaves et de francs-maçons et de sionistes. Moi, j'aime bien dire les choses. Ils ont manifesté au nom de l'Algérie, de façon claire. Sans équivoque, sans ambiguïté. Alors, et le reste de l'Algérie, qui n'a pas manifesté, mais qui n'en a pas moins boycotté. Absolument. Mais c'est une manifestation. Parce que le vrai taux, il a un chiffre. Il est à peu près 9%. 9%. Ça veut dire qu'on ne peut pas tromper les gens. Ils l'ont gonflé pour justement faire croire que le boycott n'a eu lieu qu'en Kabylie, qu'ailleurs on a voté, ce qui est totalement faux. La Kabylie ne constitue pas 80% de l'Algérie. Absolument. Alors, sur ce boycott qui est absolument magnifique, jamais vu depuis l'indépendance du pays, encore plus important que celui du 12-12, qu'est-ce qu'on pourrait dire? À un moment de confinement, de Covid, presque de démobilisation, j'allais dire. Tout à fait. Le handicap, c'est que notre pays vit, juste en deux mots, une crise d'abord sanitaire, une crise morale, une crise politique, une crise des identités, une crise économique et une crise financière. Tout ça, ça annonce des prodromes, c'est-à-dire c'est des éléments constitutifs d'une explosion. Et moi, ma crainte, et je pense que Yahya la partagera, c'est que j'ai peur qu'il y ait rupture du consentement à l'autorité. On risque d'arriver vers des confrontations. C'est un danger. C'est un véritable danger. Oui. Et là, les politiques à l'intérieur du pays et à l'extérieur ont un rôle majeur à jouer. Ceci étant dit, vous parlez de la Kabylie, c'est des traditions de lutte, c'est pas d'aujourd'hui. Ça date. Ça, c'est le premier élément. Dans d'autres régions du pays, je suis heureux d'apprendre que le taux a considérablement baissé. Ça, c'est un signe positif. C'est spectaculaire. Troisièmement, qu'est-ce que ça traduit ?
Vous parlez de boycott. Moi, je pourrais, si vous me le permettez, dire que ce n'est pas un boycott. Pour moi, c'est un rejet complet et total de l'offre politique de l'état-major et de sa façade civile. Je pense qu'il faut en rester là. C'est un échec. Les questions qui doivent nous interpeller, qu'est-ce que fait-on, qu'est-ce que les politiques font demain par rapport à l'empêchement? Regardez M. Trump. Je ne suis pas en train d'accabler M. Tebboullah Chefé, que Dieu lui préserve sa vie, à lui, à sa famille, mais il est clair qu'il va tomber sous le coup de la nouvelle Constitution. À partir de quand la Cour constitutionnelle va se saisir? C'est des questions il faut qu'il la promulgue. Nous allons parler aussi tout à l'heure comment promulguer. Est-ce qu'il a le droit de la promulguer à l'extérieur? La question, elle est là aussi. Et puis on parlera, est-ce qu'on peut, même si aucune condition légale n'existe, est-ce que moralement on peut promulguer une loi majoritairement rejetée par le peuple? Oui, mais ça, il n'en Mais alors, avant de donner la parole à Haim Riouba, j'aimerais qu'on écoute monsieur, comment il s'appelle, monsieur Charfi nous parler. Ce monsieur est un phénomène. Alors vous allez l'écouter et puis après nous regarderons Madame la ministre de la Solidarité qui ne respecte pas la loi électorale. Mais d'abord monsieur Charfi. أحد الأعضاء للسلطة الوطنية المستقلة ويبتسم وعلى باله راح نهضر عليه قال في الرئاسيات اكتسبنا رئيس حلال اكتسبنا رئيس حلال واليوم اكتسبنا دستور حلال حلال أي صوت فيه هو صوت حلال اللي قال لا حلال واللي قال نعم حلال إذن النسبة طرحتي سؤال قلت لك يعني أما Alors, cette dame est un ministre de la Solidarité. La loi lui fait obligation de prendre tous les bulletins parce que le caractère du vote secret doit être préservé. Est-ce que vous savez que cette dame a été accusée en 2019 et elle n'a pas pu le nier de plagiat et d'avoir falsifié son diplôme universitaire? Eh ben voilà. Elle est encore ministre, elle était ministre de l'époque de Bouteflika. Et elle n'est pas capable de respecter la loi électorale de son propre... C'est une offre de service, parce qu'ils savent qu'après cette constitution, il y aura... Parce qu'il y aura un remaniement. Et l'autre qui nous dit, nous avons eu un président halal... Alors, le halal ou le haram. Premièrement, moi, je n'ai pas besoin d'une autorité électorale. Quand j'ai besoin d'écouter un prêche, je sais à qui m'adresser. En politique, mais lui, il a le tampon. Alors que lui, il était ministre de la Justice, il a validé des élections, des faux PV d'élections locaux et nationaux. Il a validé le 12-12. Absolument. Donc, il était là, 12-12. Il était président de l'autorité. En tant que ministre, tu as raison, il était président de l'autorité. Donc, Mehdi il est très mal placé. Donc ça, c'est une démagogie. Monsieur Benchenour, je tiens à vous rassurer. Et à rassurer même nos compatriotes qui sont d'obédience de gauche ou laïque. Le peuple algérien, dans sa majorité, même s'il reste très attaché à sa religion, il ne fait pas l'amalgame entre la démagogie autour de la religion et la réelle politique. Il ne suffit pas de dire l'ihya ou l'a'lam al-sujoud pour dire n'importe quoi. Ils ont compris, on est passé par une guerre civile, 250 000 morts, une misère, khlas. C'est vrai que les gens vivent leur religion, ils ont le droit de la vivre. Par contre, en politique, ils font très bien la différence. Alors, et le boycott? Le boycott, je rejoins ce qu'a dit mon ami Edir, c'est un rejet. C'est un rejet total. Le peuple, même dans les wilayas d'intérieur... Dans votre bouche, le rejet est au niveau... à un niveau supérieur à celui du boycott. On n'a jamais vu. D'accord. C'est spectaculaire. D'ailleurs, c'est ce qui a poussé le régime à déclarer 23% au lieu de 35 ou 40%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses. Les wilayas de l'intérieur qui avaient l'habitude de voter, elles n'ont pas voté. Oui. Donc, le hirak qui est passé par là, il y a une révolution politique qui s'est passée dans la tête des gens. Et puis, le hirak est passé dans les casernes de l'armée. Et là, c'est dangereux. Je rejoins Idir quand il dit que les politiques doivent être maintenant à la hauteur. Parce que si en 2019, on risquait une division de la société algérienne entre arabes et berbères, là, on risque une division de l'armée. Et là, c'est un message très dangereux renvoyé à ce commandement. Il faut que tous les politiques de l'opposition de tous bords
appelle cet commandement militaire à la sagesse et à la raison. On ne veut pas que notre armée soit divisée sur des questions très dangereuses et très importantes comme la Constitution. Si maintenant Chingriha et ses amis ont perdu la confiance de leur propre bataillon, de leurs propres soldats, c'est parce que leur politique ne mène le pays que vers le chaos. Et cette analyse est faite aussi par la société civile et par la société militaire et sécuritaire. Donc il faut revenir à la raison, le dialogue national inclusif, aller vers une transition politique sérieuse, inclusive aussi, pour sortir notre pays d'un danger. Si on a une société qui ne croit pas au régime, en plus d'une armée qui ne croit pas à son commandement, tous les scénarios sont obscurs. Alors, la dernière... Oui. Ce que je voulais dire, moi je rejoins, parce que je suis désolé de rappeler à ceux qui nous écoutent, ce que Mme Zoubida Assoul a dit avant le 12-12, elle a dit « j'appelle » à ce que vient de dire Yahya. Oui. J'appelle l'armée à la raison. Oui. Il faut appeler l'armée à la raison. Il faut que nos jeunes officiers, que nos spin doctors, notre intelligence au sein de l'armée puisse prendre conscience qu'elle doit entamer sa mutation et que cette mutation doit exactement interférer avec les aspirations de la jeunesse, avec les aspirations des quadras, des quinquas pour construire cette nouvelle Algérie. Et je rejoins Yahya parfaitement. Il faut que cessent toutes les démagogies, dont la démagogie religieuse. Absolument. Bravo Yahya. Et ça, c'est très important pour l'avenir du pays tout entier. Il ne s'agit pas d'un avis personnel. Il est représentant d'un mouvement et le fait qu'ils le disent, c'est très bien. Ça clarifie les choses. C'est tant mieux pour notre société. Tout à fait. Alors, dernière question avant de passer à la deuxième partie de cette émission. 23 a supposé que le chiffre est réel, a supposé que les Algériens vraiment ont voté à 23%. Est-ce qu'il est moral, même si aucune disposition, parce qu'ils ont fait en sorte qu'il n'y ait aucune disposition qui interdise de promulguer, même si les Algériens ont voté à 1%. Absolument. Mais est-ce qu'il est moralement admissible et politiquement admissible à l'international, surtout qu'ils vont avoir besoin de crédibilité pour aller au FMI en 2021. Est-ce qu'il est moralement admissible qu'ils puissent promulguer une constitution qui a été rejeté, rappelons-le, par 76% de la société. Plus de 80%. Plus de 80%. Plus de 84% si on compte les bulletins nuls. La morale n'est pas la vertu du régime algérien. Par contre, il y a une hirak qui est passée par là. Et le hirak a fait que le 1er novembre 2019 était la première fois où le peuple algérien a fêté sa fête nationale en grandiose. Vous vous souvenez tous des manifestations du 1er novembre 2019. Et je pense que là, on l'a réédité hier en boycottant ou en rejetant massivement dans la paix, dans la sérénité, dans la non-violence de cette usurpation électorale. Je pense que nos dirigeants, et je parle là aux dirigeants militaires et même sécuritaires, quand je dis dirigeants sécuritaires, c'est les chefs... de la police politique. Voilà, police politique. C'est sécurité intérieure, sécurité de l'armée et sécurité extérieure. Il faut qu'ils reviennent à la raison. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de continuer dans un chemin obscur. C'est un non-sens d'amener l'Algérie contre des décisions politiques de notre État, contre la volonté d'une majorité absolue du peuple algérien et d'une majorité absolue de la troupe militaire. C'est dangereux. Tous les dirigeants politiques et militaires du monde arabe qui se sont crus plus intelligents que le peuple, عندكم سوريا شوفوا اليوم شوفوا ليبيا شوفوا اليمن شوفوا حتى l'Égypte. On ne veut pas tomber dans la misère sociale et puis on ne veut pas tomber sous un régime dictatorial qui est ici. Si vous avez un peu d'amour et un peu de dignité et un peu de nationalisme envers ce pays. Un peu d'intelligence aussi. Parce que pour vous et vos propres pour eux et leurs enfants. Puis les intérêts, puis l'argent qui se sont amassés ces dernières années, ouvrez un dialogue national inclusif, engager le pays dans un processus de transition démocratique, dialoguer avec la société politique et civile qui n'est pas là pour vous tuer ou pour vous emprisonner ou pour vous juger, et on fera abstraction de nos erreurs toutes et tous pour contenir déjà la colère qui arrive et sauver notre pays. S'ils ne le font pas, ils seront seuls, et là je dirais seuls, responsables. Et avec la crise économique qui déboule, ça va être terrible. Bien sûr. Oui, ce que je veux dire, je partage en partie de ce qu'a dit Yahya quant à l'apaisement, quant à inviter l'armée, l'institution, mais pas l'institution, le chef d'état-major. Le chemin qu'il nous propose conduit inévitablement vers une impasse.
Une impasse qui est lourde de conséquences. Je crois que je ne vais pas revenir sur les éléments qu'a donné Yahya. Et puis en plus, ce qu'il faut dire par rapport au titre de votre émission, rappelez-vous le Hirak. Les citoyennes et les citoyens algériens se sont réappropriés leurs héros. Absolument. Il y avait des photos d'Aban Ramadan, Ben Mhidi, Ben Boulaïd, Zirout Youssef, Ali Lapointe, etc. Ça, c'est un. Quand est-ce qu'on a fêté un 5 juillet dans l'allégresse? Jamais. Le 1er novembre. Jamais. Aujourd'hui, par ce boycott massif, je dis bien massif, pas simplement Kabylie, la Kabylie, c'est une tradition. Maintenant, il y a plusieurs lectures à avoir par rapport à ce boycott actif avec manifestation pour la Kabylie assez particulière. Ce qu'il y a, c'est que moi, par ce boycott, je vais être un peu dans l'émotion, c'est rare, c'est que pour moi, le peuple algérien a fleuri toutes les tombes des Chouhada, par cet acte-là. Merci. Franchement, ça, vraiment, je le dis avec émotion, et moi je ne suis pas pathos, vous le savez très bien, je vous dis la vérité. Et maintenant, c'est le message qu'a adressé Yahya à titre de citoyen ou de mouvement, je ne sais pas à quel titre il s'exprime. Au titre de mon mouvement politique. Voilà, oui, voilà, c'est important de le signaler, d'appeler l'état-major à la raison. Je souscris à cet appel. Et ce ne sera pas une chasse aux sorcières. Absolument. Pas du tout. On a une solution. On leur offre une planche de salut. Enfin, le peuple leur offre une planche de salut. Et je peux vous dire une chose, ce pacifisme dont a fait preuve le peuple algérien, il faut le cultiver. Et même par rapport à ce que disait Yahya tout à l'heure, arabe, kabyle, zouef, pas zouef, ibadite, chiite, il y a plus de 200 ou 300 000 chiites en Algérie. Il faut bien qu'on protège tous les citoyens. Moi j'appelle Yahya, moi je n'appelle pas, je ne suis rien pour appeler. Non, je suis citoyen, moi j'appelle à une reconnaissance mutuelle de tout un chacun. Bien sûr. Reconnaissons-nous les uns les autres, refondons la nation, allons dans ce qu'a proposé Yahya, ce que vous proposez, ce que propose l'ensemble des citoyens, vers la transition sérieuse, vers un processus constituant, délimitant notre manière de vivre. Vous savez, Maurras, que je n'aime pas beaucoup d'un point de vue intellectuel, a dit « la nation, c'est le partage en commun d'un cimetière antique ». Absolument. Si on arrive à ça, on est sauvé. Alors, dernière question pour vous deux, mais je vous demanderai vraiment de ne pas dépasser la minute chacun. Le titre de cette émission, les Algériens se réapproprient leur 1er novembre. Est-ce que vous pensez que les Algériens ont honoré le 1er novembre et qu'ils se le sont réappropriés, ne touche pas à mon 1er novembre? Oui, absolument. C'est un geste politique magnifique. C'est de pas sombrer dans la violence et puis de ne pas répondre à la tentation politique qu'a proposé le régime depuis plus de 8 ou 10 semaines, même avec des partis politiques qui le soutiennent. Dans la dignité, dans la paix, dans la non-violence, on dit non. Parce que le régime et ses tenants militaires et sécuritaires ont voulu faire du 1er novembre une occasion de remettre notre dignité, notre souveraineté, puis même notre armée dans les bras de l'OTAN. Le peuple algérien a dit non. Maintenant, s'ils veulent aller au contre-courant, ils seront responsables de ce qui risque d'arriver. Et je pense que la troupe, l'armée, les corps intermédiaires, en votant non, ont clairement dit que le message qui a été envoyé par la société et puis par les politiques de l'opposition a été reçu au sein des casernes 5/5. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ils ont fleuri toutes les tombes de Chouhada, les plus connus et les moins connus, les anonymes, et à qui il faut rendre hommage aussi en cette date du 1er novembre. En ce qui me concerne, je dirais qu'on s'est réapproprié novembre, mais pas assez. Pour qu'on avance tous ensemble, qu'on retrouve une communauté de destin tous ensemble, l'histoire doit être écrite. Elle doit être écrite de manière apaisée, sur une base historiographique. Qui a fait qui? Qui a fait quoi? Quels ont été les rôles des uns et des autres? Les erreurs des uns et des autres. Mais pas pour dire à notre peuple, à notre jeunesse qui arrive, soyez dans le jugement. Non. Voilà ce qui s'est passé et voilà ce que nous avons vécu et voilà comment nous devons nous projeter tous ensemble. Moi, je ne crois pas à l'unité, je crois à l'union. Bravo. Voilà, je vous remercie. Merci à vous deux, au plaisir de vous retrouver. Nous allons passer à la deuxième partie de l'émission. Nous allons retrouver des invités par téléphone et par Skype et nous allons vous montrer à chaque fois des images, des vidéos, particulièrement de M. Charfi, qui a donné une conférence de presse tout à l'heure. Nous en passerons une à chaque fois pour vous donner une idée de jusqu'où peuvent aller ces gens. À tout de suite.
Avec nous, Zoubida Assoul, avocate, présidente de l'UCP. Zoubida Assoul, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Si Jamel, bonsoir à vos invités, aux téléspectateurs d'Aures. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, Zoubida Assoul, votre sentiment après cette fabuleuse journée du 1er novembre que le pouvoir voulait instrumenter pour mener, comme ils disent, eux, le troupeau à l'abattoir. Finalement, il s'est passé ce qui s'est passé. J'aimerais que vous nous en parliez, Zoubida Assoul. Alors, moi, hier, pendant cette journée, j'étais sur la wilaya de Chlef. J'étais invitée par la famille de Rachid Mekkel. J'avais fait un appel quelques jours avant, le 1er novembre, de dire nous ne sommes pas concernés par cet amendement de la Constitution parce que le problème n'est pas là. Et j'ai appelé toutes les Algériennes et Algériens. Allô? On vous écoute. Ah, d'accord. Et j'avais appelé tout le monde à aller planter un arbre parce ce qui nous intéresse, c'est de protéger cette terre chèrement acquise. Et donc, j'étais à la wilaya de Chlef, donc j'ai visité pas mal de communes. Je n'ai pas vu vraiment de visu cette ferveur dont parle le président de l'ANI. Il n'y avait que les policiers qui étaient au niveau des centres de vote, des bureaux de vote. Et donc, je n'ai pas vu du tout les Algériens et les Algériennes vraiment faire la chaîne pour voter. Et je peux vous dire que j'ai fait tout le trajet Alger-Chlef. J'ai passé toute la journée là-bas. La deuxième des choses, c'est que l'erreur stratégique qu'a faite le chef de l'État, donc M. Tebboune, et le pouvoir en place, c'est d'essayer de lier cette initiative unilatérale d'amender la Constitution à une date historique qui nous est très très chère. Le 1er novembre, personne n'a le droit de lier un événement éphémère lié à un pouvoir d'un moment donné de la vie de l'Algérie à une date aussi sacrée que le 1er novembre. Le 1er novembre, c'est la révolution, c'est la guerre de libération contre un colonialisme qui a duré quand même 132 ans. Donc, on ne peut pas dire que amender la Constitution, qui n'est qu'un événement politique lié à un groupe politique de l'instant, on ne peut pas vraiment le lier au 1er novembre. Ça a été pour moi vraiment une erreur stratégique que le pouvoir a commise. D'un autre côté, quand j'ai entendu le discours et puis les résultats de la conférence de presse du président de l'ANI, vraiment, j'avais l'impression que d'après son discours, c'est surtout le préambule qu'il a adressé, et en disant que le peuple est sorti dans un sursaut national. À un certain moment, j'avais l'impression d'halluciner. Je me disais, est-ce que les résultats qu'il va annoncer, il va dire c'est 80% qui ont voté oui pour cet amendement et que c'est les 23% qui n'ont pas participé. Parce qu'à l'entendre parler, pour moi... C'est incroyable. Les Algériens sont choqués par la conférence de ce monsieur. Voilà. Moi, je l'écoutais, j'étais sur la route, je revenais de Oumerdef, et je l'écoutais, vraiment, à un moment donné, j'hallucinais, quoi. Je me disais, c'est pas possible qu'on puisse être aussi aveuglé pour dire des contre-vérités, jusqu'à preuve du contraire, et sur le plan des chiffres, et ça, les chiffres qu'ils ont donnés eux-mêmes. D'abord, ils se sont trompés parce que quand on additionne, ils n'ont pas pris en considération les bulletins nuls. Et donc, les blancs, les bulletins qui comportaient peut-être autre chose que le choix du oui ou du non. Donc, les bulletins nuls n'ont pas été comptés dans le taux de participation et aussi le comptage du taux des oui et des non. Parce que quand vous additionnez les oui et les non, vous trouvez déjà 100%. Alors, où sont partis les bulletins nuls? Les bulletins nuls, exactement. Exactement. Voilà. Et qu'est-ce que vous inspire le chiffre de l'immigration qui vraisemblablement n'a pas été bourré ou du moins
pas aussi fort qu'en Algérie et qui est de 4,4% de participation. Oui, mais c'est ça. Quand vous additionnez le taux de participation de l'émigration, normalement, le taux national devrait diminuer et non pas augmenter. Oui. Il y a un autre élément, moi, qui m'a vraiment laissé perplexe, c'est lorsque jusqu'à 17 heures, on avait des taux très très faibles partout. Oui. Et puis de 17 à 19, comme par enchantement, voilà, les pourcentages ont été multipliés par 2, par 3 parfois. Alors que les images de la télévision algérienne qui nous montraient les bureaux de vote ne nous ont pas montré cette flambée de l'électorat. Non, non, tout du tout. Je peux vous dire que moi, personnellement, j'ai visité, mais je n'ai pas vu du tout cette foule. Il n'y avait pas 2, 3 personnes. Quand même, ça saute aux yeux quand vous avez les pourcentages de 25% ou de 30% qui partent pour voter. On les aurait vus. Donc, moi, je pense, comme beaucoup d'analystes d'ailleurs, je pense que ce n'est pas ça le vrai taux, mais en fait, ils n'ont pas pu, en fait, aller au-delà de ce taux. Mais justement, j'aimerais... On va les croire et on va dire les 20 ou les 22%. J'aimerais vous demander, Zobeda Assoul, pourquoi, vous qui les connaissez très bien, comme la plupart des Algériens, pourquoi, alors qu'ils avaient largement la possibilité de le faire, n'ont-ils pas choisi plutôt un taux qui avoisine les 50%? Pourquoi ont-ils accepté de ne livrer que ce chiffre? Qu'est-ce qui se cache derrière ce choix délibéré? Je ne sais pas ce qui se cache, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais je peux analyser, juste apporter ma contribution pour essayer de comprendre ce qui se passe. En fait, quand vous avez déjà un projet de constitution qui a été dans sa forme et dans son fond, qui a été fait par un groupe d'experts et d'une manière unilatérale et qui n'était pas la demande du mouvement populaire du 22 février 2019, premièrement. Deuxièmement, quand vous voyez la forme, comment ça a été fait, quand vous voyez qu'il n'y a pas eu du tout de débat contradictoire, il ne faut jamais l'oublier, ni en amont ni en aval, puisque en amont, tous les médias étaient fermés à toute l'opposition et tout avis contraire à celui du pouvoir. Et en aval, puisque Lani, son président, quand il avait parlé de la campagne, justement, il avait dit clairement, il était l'invité de la chaîne 3, et il avait dit qu'on accepterait, Lani n'accepterait que les interventions qui pourraient aller dans le sens du pouvoir. Donc c'est clair, on n'a jamais vu ça, c'est-à-dire qu'il a demandé à toute personne qui voudrait faire la campagne d'envoyer à Lani ses interventions et c'est Lani qui doit apprécier. Est-ce que ces interventions peuvent passer? Est-ce qu'elles peuvent être tolérées ou pas? Donc en fait, il n'y a pas eu du tout de débat. Ça, déjà, ça a été une débâcle. La deuxième des choses, c'est que quand même, cet amendement de constitution, on avait, nous, en tant qu'opposition, que ce soit l'UCP ou à travers le PAD, on avait à plusieurs reprises appelé à retirer ce projet d'amendement puisqu'il y a le Covid. Ce n'est pas possible de faire un amendement de constitution ni un débat sur un projet de constitution dans un moment où les Algériens ne peuvent pas se rencontrer, puisque nous, le PAD, on a essayé plusieurs fois même d'avoir une salle juste pour les libertés, parler pour les libertés. On n'a jamais été autorisé. Donc, on ne peut pas, franchement, aller vers un amendement de la Constitution dans une circonstance où il y a une pandémie, où les Algériens ne peuvent pas se rencontrer, ne peuvent pas débattre. Donc, pour moi, en finale, si jamais, oui, c'est de dire, aujourd'hui, le peuple algérien, et on peut dire aujourd'hui avec fierté que c'est le peuple algérien, à peu près envers les 80% des Algériens ont donné leur verdict qui est sans appel. Rejet de ce processus d'amendement de la Constitution. Merci Zobeda Assoul, au plaisir de vous retrouver bientôt. Alors d'abord M. Charfi, puis nous allons recevoir M. Mohsen Belabbas, président du RCD. فإقبال المواطنات والمواطنين على صناديق الاقتراع
رغم جائحة وباء كورونا ما هو إلا خير دليل على استجابة الشعب الجزائري لنداء الوطن، وهو الذي هب للإدلاء بصوته حول مشروع تعديل الدستور. إذن سيداتي سادتي. Mohsen Belabbas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Alors, Mohsen Belabbas, voilà, le peuple algérien a massivement répondu, un boycott massif, très engagé en Kabylie notamment, mais non moins suivi dans toutes les régions d'Algérie. On nous dit de sources très crédibles que le véritable taux n'excède pas les 9%. En France, 4,4%, c'est le chiffre communiqué par le régime lui-même. Alors, votre sentiment, Mohsen Belabbas? D'abord, c'est important de dire que c'est une réponse cinglante du peuple algérien à ceux qui disent, notamment le chef de l'État, que le Hirak était fini, que parce qu'il n'y a plus de base, on pensait que le peuple algérien avait renoncé. Là, bien au contraire, le peuple algérien a démontré qu'il a atteint un niveau de maturité politique jamais égalé par le passé. Et là, c'est du concret parce qu'il a rejeté de façon massive le projet de constitution. C'était prévisible, on n'a pas à attendre le chiffre, ça se constate de visu pour ceux qui vivent ici sur place, pour ceux qui ont payé la peine de récolter l'information auprès du citoyen et auprès d'un certain nombre de militants politiques qui, durant la journée, ont sillonné des alentours d'un certain nombre de bureaux de vote et de centres de vote. On savait très bien que le taux de participation ne pouvait être qu'un taux, un chiffre. Mais même les chiffres qui sont annoncés officiellement, c'est important aussi de les prendre en considération dans notre analyse de ce référendum. C'est quand même 86,3% des Algériens qui ont rejeté ce référendum, qui ont rejeté ce projet de constitution. En réalité, c'est important aussi de le dire, c'est pas tellement le projet de contenu de la constitution qui a été rejeté par les Algériens, mais c'est le processus lui-même et les promoteurs de ce processus aussi. Donc c'est le pouvoir en place et le processus qui va suivi depuis le 12-12. Mais au-delà du processus et du pouvoir en place, c'est ceux qui agissent aussi derrière les rideaux et ils sont connus, c'est eux qui ont fait la promotion du projet durant la campagne électorale. Tout ça, c'est important de le dire parce que malgré la mobilisation de tous les moyens de l'État, malgré l'exclusion des acteurs politiques de l'opposition et l'interdiction du débat vrai autour de ce processus et de ce projet, malgré la fermeture des médias, malgré la répression jamais égalée par le passé qui a suivi durant ces derniers mois et compris durant cette campagne électorale, ils n'ont pas pu aller au-delà d'un chiffre officiel de 23,7% tel qu'il a été annoncé. Mais je pense que le plus important, c'est que maintenant les Algériens ont très bien compris. Mais Mohsen Belabbas, excusez-moi de vous interrompre. Comment on fait les Algériens qui sont cernés de toutes parts, entourés de relais du régime de toutes sortes, les Zaouïas, les syndicats, les partis politiques dits de l'opposition, les partis du régime, des médias qui déforment la réalité, qui les conditionnent. Comment ils ont fait, les Algériens, pour réussir un tel boycott aussi massif, aussi percutant? Comment
Comment ont-ils réussi? C'est important de dire qu'il y a une intelligence collective du peuple algérien qui s'est manifestée. En réalité, il a commencé à se manifester depuis février 2019, mais il se confirme de plus en plus le rejet de cette élection, même s'il n'y avait pas de signaux très forts d'une opération de boycott actif menée par un certain nombre d'acteurs politiques, voire par les partis de l'opposition. En réalité, les Algériens ont fait le choix d'agir de manière intelligente. Il y a des débats de proximité, il y a des débats dans les familles, il y a des débats dans les quartiers, il y a des débats sur les réseaux sociaux, et tous ces débats, l'addition de ces débats, ont fait qu'il y a une opinion qui a été construite pour rejeter tout ce processus. Il y a le résultat, il est assez parlant. Merci, Mohsen Belabbas. Au plaisir de vous retrouver bientôt, Inch'Allah. Alors, toujours, Monsieur Chorfa. السلطة الرابعة بما يطلق عليها السلطة الرابعة رجال ونساء الإعلام السمعي المرئي والمكتوب على نزاهة التغطية الحملة الاستفتائية وعلى نزاهة المناقشات التي نظموها وقاموا بها، وكانوا هم أيضا على مسافة بين كل الأطراف، فكان لمن كان صاحب لا أن أخذ فرصته وصاحب نعم أخذ فرصته، فشكرا لكم، وذلك داخل في سياق الميثاق الأخلاقي الذي أبرمناه بيننا خلال الانتخابات الرئاسية بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ورجال ونساء الإعلام بشتى أنواعه. Badr el-Din Guerfa, cadre du FIS, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, c'est Jamaldine. Et tahiyya laka à tous les téléspectateurs qui sont en train de suivre cette émission. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce fabuleux boycott massif de ces élections que le régime voulait imposer aux Algériens pour essayer de détourner de leur véritable objectif et de se donner une légitimité qu'ils n'avaient pas eu le 12-12. Rappelez-vous ce magnifique boycott massif contre les présidentielles qui non seulement s'est répété, mais qui s'est multiplié cette fois-ci. Comment l'expliquez-vous, Badr el-Din Guerfa? D'abord, je suis un homme, je suis un militant heureux, un saïd jiddan, pour deux choses essentielles. L'oula, il y a le peuple algérien, dans sa révolution pacifique, ici il fait depuis 2 ans, et malgré tous les subterfuges de Nidam, malgré toutes les répressions, malgré malgré le Covid, كاين هزيمة نكرة, un revers cinglant pour le régime. خسارة كبرى للرجيم, هذه الأولى. الثانية Est-ce que nous avons perdu Badr el-Din Guerfa? Nous allons essayer de retrouver Badr el-Din Guerfa et avec nous, d'abord encore une fois, M. Chorfa. Mais la participation a été en deçà de ce que notre immigration nous a habitués. Le taux n'a pas, il est à 4,9%. Je le dis parce que là, je le dis parce que nous avons adopté le credo de construire la démocratie en disant la vérité. On ne peut pas construire la démocratie en montant ou en falsifiant la réalité. Par conséquent, je le dis fièrement, notre immigration a voté en deçà de ce qu'elle nous a habitués. Cela, je le ramène principalement à l'incertitude qui planait sur les possibilités de déplacement après l'annonce des mesures
de confinement drastique dans les pays à forte immigration et qui n'ont été levés qu'à la dernière minute. Maître Moustapha Bouchachi, avocat et analyste politique. Maître Moustapha Bouchachi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, Moustapha Bouchachi, d'abord vous, le juriste, vous, le politicien, l'activiste aussi, quand vous entendez un monsieur qui est censé présider la haute instance de surveillance des élections, et non pas d'être le porte-parole du régime pour nous dire que ça s'est très bien passé. Alors, qu'est-ce que vous éprouvez comme sentiment, vous qui écoutez ce monsieur qui se dit juriste aussi, et même grand enseignant à l'école supérieure de la magistrature en matière de droit? Qu'est-ce que vous en pensez, Moustapha Bouchachi? Écoute, je suis outré, je suis triste que des hommes et des femmes, comme ce monsieur qui vient de faire la déclaration sur les résultats du référendum, peut se prononcer de cette façon. Moi, je pense que la dignité, la sincérité envers les Algériens, qu'il faut prendre ce verdict des Algériens qui est sans appel, qui refuse la démarche du système totalitaire et qui refuse cette constitution qui, à la fin, un moyen de recycler le système politique totalitaire qui a toujours géré ce pays. Malgré l'occupation de l'espace par les promoteurs du système, les ministres, les walis, malgré le refus des autorités à donner accès, autorisation aux gens qui demandent à boycotter de se prononcer dans les médias ou dans les espaces publics, malgré les moyens de l'État, des ministres, des walis, des fonctionnaires, les alliés du pouvoir, ce qu'on appelle l'Ahzab al-Moualat, qui ont fait toute la promotion de cette constitution, les Algériens ont Moustapha Bouchachi, je me permets de vous interrompre. Il y a eu 966 meetings, 966 pendant la campagne électorale, de pro-régime pour appeler les gens à voter. Alors, en plus de 200 partis qui ont communiqué sur la question et de 48 personnalités politiques. Et je vous laisse poursuivre. Oui, bien sûr. Alors, lorsqu'on a tout cet argent du peuple algérien qui a été dépensé par des ministres qui n'ont pas le droit de sortir sur le terrain et de faire la promotion, et des militaires qui sont sortis pour faire la promotion de ce texte politique. Malgré ça, les Algériens ont refusé. Bien sûr, ça restera dans les annales de l'histoire de l'Algérie, parce que depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, toutes les constitutions que le pouvoir a essayé d'adopter. On prend par exemple en 63, il y avait 83% des gens qui ont voté. En 76, 93%. En 89, 78%. En 1996, 81%. Bien sûr, en 2016, c'est une constitution qui a été adoptée par un parlement illégitime. Et cette fois-ci, on a 23% seulement qui a voté pour cette constitution. Je pense que... Allô? Oui. Allô? Oui, on vous écoute. Oui. Alors, moi, j'espère que les gens éclairés au sein du système algérien, ils doivent prendre ça en considération. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Les Algériens, ils refusent cette constitution, ils refusent cette démarche. J'espère que des hommes et des femmes dans ces institutions éclairées,
doivent revenir à la raison et écouter le peuple algérien qui veut une autre démarche, qui veut écrire une constitution émanant du peuple algérien comme une constituante, par exemple, des gens élus pour mettre une constitution. Est-ce qu'ils vont écouter? Est-ce qu'il y aura des hommes et des femmes sages pour dire Barakat, on ne peut plus continuer à gérer le pays de cette façon et continuer à s'entêter? Moi, je pense que c'est pousser l'Algérie vers une crise très profonde que peut nuire réellement à l'Algérie. Oui. Alors, dernière question, Moustapha Bouchachi. Est-ce que vous pensez que notre titre est juste? Est-ce que le peuple algérien s'est vraiment réapproprié son 1er novembre? Et est-ce que ce 1er novembre va encore entrer dans l'histoire une deuxième fois? Moi, je suis heureux aujourd'hui parce que lorsque j'écoutais ces gens qui promotaient cette constitution, parlant du 1er novembre, déclenchement de la révolution algérienne, et 1er novembre 2020, les changements dans ce pays. Non, je pense que les Algériens de tous bords, de toutes les régions, ils sont en train d'écrire l'histoire des Moudjahidines et des Chouhada. Ils refusent que ce symbole, qui est l'héritage commun de tous les Algériens, soit utilisé par un pouvoir qui n'a aucune crédibilité. Ce boycott massif, c'est un deuxième 1er novembre pour une Algérie libre et plurielle, 1er novembre 2020. Merci Moustapha Bouchachi, au plaisir de vous retrouver. Alors nous allons continuer à regarder et écouter. من يعطي السلطة المطلقة للشعب أن يشارك أو لا يشارك، أن يصادق ولا لا يصادق، فصوت الشعب هو المرجع الأول والأخير. وبالتالي مثل ما صرحت به في الرئاسيات، لأن طرح عليها نفس السؤال، فاليوم سأرد بأريحية أكثر، لأن ظروف سريان الاستفتاء، الظروف هذه شكلت في حد ذاتها تحدي لأي تحرك سياسي، تحدي لأي تحرك سياسي مهما كان نوعه. وبالتالي نسبة 23.70% التي أعلنت بالنسبة لما أحاط بهذه العملية من ظروف مادية وطبيعية، فهذا في حد ذاته يعطيها يعني قيمة مضافة يعني لا يستهان بها. فكان دولة عظمى من أجل انتخاب بلدية أقاموا الدنيا بلدية، ما نسميهاش باش لا نتهم بأننا يعني نتدخل في شؤون الغير. دولة عظمى، تنظيم انتخابات بلدية في ظل يعني تفشي وباء كورونا أقام الدنيا وحطها. وبالتالي شجاعة وبصيرة السيد رئيس الجمهورية. Monsieur, il parle de la France qui n'a pas pu organiser des élections que pour les communales, nous dit-il. Il ne sait pas que la France n'a pas organisé des communales pour préserver sa population du corona. Badr Eddine Guerfa, nous vous avons perdu, nous vous avons retrouvé. Marhaba bik. Allah يبارك فيك. Et je vous laisse poursuivre. Donc, je disais que الرسالة الأولى بعد تاع الشعب الجزائري هو لو ريفو دو لا ديمارش تاع النظام، رفض كلي للمسار اللي خداه النظام منذ انقلاب القايد صالح على الحراك الشعبي وعلى الثوره الشعبيه بحكايه 102 et 78. Donc
رسالة أخرى هو هاد لي 20 مليون اللي كانوا يقولوا عليهم في الشارع ورا ماتنون سي 20 مليون d'Algériens اللي يقولوا لا. دونك سي لا poursuite, c'est la suite logique d'une autre manière le refus et le boycott référendum المزعوم. d'autres مسائل ان هذا الشعب الجزائري اكد اشياء كان يقولها في الحراك. الشعب الجزائري رفض هذا النظام ورفض لي ساتيليت كامله تاع النظام بما فيهم اكثريه الاحزاب اللي تسمي روحها معارضه. الشعب اليوم رفض لا ديمارش تاعها، رفض الناس يقولوا وي، رفض الناس اللي يقولوا نو، ورفض الناس اللي ما قالوا لا وي لا نو. دونك لو بوبل الجيريان اي دون توت يعني في وعيه الكامل. الشعب الجزائري عارف واش يدير. الشعب يفو كونستروير دولة جديدة حقيقة. Laissez-moi aussi vous dire que le boycott هذا لو توتال اكتيف. شفنا يعني في مناطق وين الامور متاحه وين لي الجيريان خرجوا لو تيران كوم دون نوتر شير كابيلي وين الشعب خرج يرفض هذا المسار كلية ولله الحمد. Mais il faut le dire que ceux qui ont appelé au boycott, je ne le dis pas par esprit partisan, mais nous avons encore perdu Badreddine Guerfa. Avec nous, Meziane Meriane, syndicaliste, président du SNAPEST. Meziane Meriane, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Jamal, bonsoir aux invités et merci aussi pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Tout le plaisir est pour nous, merci. Alors, Meziane Meriane, d'abord une question en particulier. Moi, personnellement, j'ai été admiratif. J'ai été vraiment heureux, absolument reconnaissant, plein de gratitude pour la région, notre chère région de Kabylie. Comment expliquez-vous un tel enthousiasme, une telle adhésion, une telle cohésion, un tel pacifisme, un tel civisme et un tel engagement surtout, Meziane Meriane? En ce qui concerne la Kabylie? Oui, particulièrement, puisque là, elle s'est distinguée de toutes les autres régions, si je peux dire. Particulièrement la Kabylie, moi je dirais c'est historique, ça a été tout le temps ainsi dans tous les différents scrutins qu'a connu l'Algérie, généralement, même lorsque les taux arrivaient à 45-60, en Kabylie c'était du bourrage, mais ça arrivait aussi à 10. Donc la lutte, l'avant-gardisme de la Kabylie date depuis, moi je dirais, il est historique. Mais maintenant, si on revient au scrutin lui-même, je crois que c'est toute l'Algérie, c'est pas uniquement la Kabylie. Et moi, le point noir, c'était un peu les violences qu'il y avait eu. On aurait dû continuer uniquement dans le pacifisme. Les bureaux de vote ouvrent, mais personne ne rentre comme d'habitude, et non pas de passer comme dans certains coins à de la violence vraiment que je condamne cette violence. Maintenant, si vous le permettez, si on revient au taux enregistré, moi je dirais qu'il était prévisible. Pourquoi prévisible? On a tourné le dos au peuple et le peuple a tourné le dos aussi au scrutin. C'était logique. Lorsqu'on regarde dans le processus d'enrichissement de l'avant-projet, le peuple, il faut le dire, n'a pas participé en avant. Donc comment voulez-vous qu'il participe en aval? Généralement, dans tous les référendums, l'objectif d'un référendum, c'est de mettre fin à un conflit politique. C'est ça l'objectif généralement d'un référendum. Et là, le conflit politique, il n'est pas entre deux belligérants, les tenants du pouvoir et les partis politiques, mais il est entre, moi je dirais, les tenants du pouvoir et le peuple algérien. Donc pour encore une fois leurrer
le processus, moi je dirais parce qu'il est biaisé dès le départ, on a soi-disant tenu compte des représentants du peuple à l'APN, alors que l'APN, elle est décriée, que l'APN, y compris certains députés, ont reconnu avoir pris leur siège Bishkara. Donc comment voulez-vous tenir compte d'une APN qui est décriée, qui n'est pas représentative, comme représente du peuple dans l'enrichissement de l'avant-projet? Ajoutez aussi certains partis politiques qui ne sont pas représentatifs, qui ont participé à un enrichissement soi-disant représentant du peuple. Alors que le peuple, moi je dirais que le 22 février, il a élaboré sa propre constitution dans la rue, en regardant tout, en ramassant et en faisant la synthèse de tous les slogans décriés dans la rue par des millions de manifestants. Je crois qu'en tenant compte, s'il y a une volonté réelle de changement, c'est ça la Constitution. Autre chose aussi qui a fait que, comme je dirais qu'il était prévisible, ajoutez que les relais habituels du régime politique, ils sont cassés par le Hirak. Ils ne peuvent plus actuellement affronter la masse comme ils l'affrontaient dans le temps, complexés devant les gens qui risquent à tout moment de leur lancer le slogan face à leur visage. Donc en regardant tout ceci, c'est ce qui veut dire que c'était prévisible. Les relais habituels, ils n'ont pas eu le temps de les reconstituer. Donc c'était un résultat prévisible auquel il fallait s'attendre. Maintenant, effectivement, je vous ai entendu poser une question énigmatique. Pourquoi il n'y a pas eu gonflage du chiffre? Effectivement. Sinon, le taux, il peut être de ça, mais c'était prévisible avec la situation que l'on vit actuelle. La question aussi qui mérite d'être posée, pourquoi s'engouffrer dans un tel processus, sachant pertinemment qu'il sera rejeté par le peuple? Mais pourquoi on n'est pas passé par un processus qui pourra remettre la parole au peuple en passant par exemple aux élections d'une APN libre et indépendante, bien sûr vis-à-vis du pouvoir? Pourquoi ne pas essayer d'avoir un régime parlementaire? Je parle de ce régime parlementaire, il fait partie de toutes les propositions qu'on a avancées lors de nos différentes rencontres dans la société civile. Partager aussi le pouvoir fait aussi partie de nos propositions pour sortir de cette crise vraiment très aiguë. Et merci, Maziane Mariane, désolé. Permettez-moi d'ajouter... Je vous en prie, je vous en prie. Merci. Maintenant, il y a deux données très importantes. Il y a le Hirak, il y a ce taux d'abstention qui doit offrir, comme je viens de dire, une opportunité au régime pour faire sa mutation dans le calme, dans le pacifisme, au risque de la faire, et on ne voudra pas que ça se fasse dans un chaos. Donc une opportunité présentée par le Hirak, par le pacifisme, par le calme du Hirak, pour le régime de faire sa mutation comme l'ont fait plusieurs pays auxquels on était dans le même bloc dans le passé. Merci. Merci, Maziane Mariane. Amira Bouraoui est avec nous. Amira, merci d'avoir accepté notre invitation. Amira Bouraoui? Amira Bouraoui? Est-ce que vous êtes avec nous? On l'a perdu. Lila Tamansourt, militante politique, Riposte Internationale, merci d'être avec nous. Bonsoir, Monsieur Benchenouf. Bonsoir. Les auditeurs, auditrices de Waras TV. Je vous remercie de votre invitation. Merci. Alors, votre sentiment sur ce formidable boycott, notamment en France où vous résidez et où vous avez vu cette formidable mobilisation de notre communauté en France qui a massivement, j'allais dire quasi généralement, refusé de voter. Absolument. Je félicite d'ailleurs les compatriotes algériens, que ce soit ici en Algérie ou partout dans le monde, pour leur dévouement, pour leur militantisme et pour justement cet exploit réalisé face à un pouvoir, si je peux dire, qui est agonisant. Et nous en sommes très, très satisfaits, malgré les résultats
qui sont erronés évidemment, comme on a l'habitude de les voir. Donc, c'est pas une surprise pour nous d'ailleurs. Oui, Lila. Oui, je vous dis. Alors, d'après vous, Lila Tamensort, sur un plan éthique, sur un plan moral, même si la loi ne prévoit rien là-dessus, vous pensez qu'il est moral, qu'il est correct de passer une constitution comme ça, des amendements pareils, alors qu'ils ont été unanimement rejetés par 80% de la population, selon les chiffres du régime lui-même. Parce qu'en fait, cela a été rejeté beaucoup plus massivement. Mais à prendre les chiffres du régime, cette constitution a été rejetée à plus de 80% si on compte les bulletins nuls. C'est possible, dans l'entendement d'un être à peu près normalement constitué, de passer une telle constitution et de s'en féliciter en plus? Je pense qu'aujourd'hui, on n'ose même pas se poser la question de l'éthique au sein de l'État, sachant qu'on a toujours eu affaire à des responsables qui n'ont ni foi, ils ne connaissent ni foi ni loi. Donc, ils ont taillé, comme d'habitude, des lois, des costumes à leur taille. L'année passée, ils ont fait des amendements par rapport à la loi électorale. 14 septembre, il y a des lois qu'ils ont amendées pour que ça puisse faire passer justement leur agenda électoral et la continuité du régime, ce qu'avait promis le président Tebboune. Il avait dans l'intention de pérenniser et de continuer tout le programme déjà tracé par son prédécesseur, Bouteflika. Lila Tamensort, merci beaucoup, plaisir de vous retrouver. Avec nous, Nabila Ismail, maître Nabila Ismail, avocate militante, défenseuse des droits de l'homme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Alors, Nabila Ismail, ce boycott massif, ce référendum, ce 1er novembre qu'il voulait utiliser pour tromper les Algériens, et ça n'a pas marché. Par quoi je devrais commencer? Je devrais commencer par... je vous laisse libre de vous exprimer comme vous le voulez. Très bien. Moi, je devrais commencer par rappeler une chose qui est très importante, c'est que le Hirak a réconcilié le peuple algérien avec son histoire. Et pour preuve, chaque vendredi, chaque marche du vendredi coïncidait avec un jour historique. 1er novembre, 5 juillet, il y avait vraiment des coïncidences. L'anniversaire de l'assassinat de Abdel, l'anniversaire de la mort de Ali Lapointe. Chaque vendredi coïncidait avec une date qui poussait la jeunesse à comprendre et à découvrir les héros de cette révolution. Donc, être avec un pouvoir qui a décidé après avoir confisqué l'indépendance, après avoir sali la mémoire des martyrs, décide de politiser un symbole du peuple algérien qui est le 1er novembre pour le détourner de sa vocation historique et l'effacer dans la mémoire collective. Je pense que le peuple n'est plus le peuple de l'avant 12-12. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pouvoir a perdu beaucoup de ses soutiens, parce que beaucoup de citoyens algériens pensaient que la crise allait se résoudre par la désignation d'un président. Parce qu'ils continuent à dire Diadrahi est en danger parce qu'on n'a pas de président. Et tous cette masse populaire qui avait voté le 12-12 a vu que son état de tous les jours, ses conditions sociales et économiques ne s'étaient pas améliorées. Ajouter à ça une crise sanitaire qui a été très très mal prise en charge par le pouvoir algérien. Donc il y a eu ce mécontentement. Et dans toute cette folie, il y a une question qui est très importante à poser. J'ai entendu beaucoup d'intervenants poser la question. Vous-même, mon frère Jamal, aviez posé la question de savoir est-ce que le pouvoir n'avait pas les moyens de bourrer les urnes. Oui, exactement. Il avait tous les moyens de bourrer les urnes. Maintenant, il reste à savoir pourquoi il ne l'a pas fait. Ce pourquoi il ne l'a pas fait nous renvoie à une autre question. Est-ce que toute l'armée est d'accord pour cette constitution? Est-ce que cette constitution fait l'unanimité au sein de l'armée, sachant que de tout temps,
l'armée, quand elle donne l'ordre de faire passer la chose, elle la fait passer. D'ailleurs, nous savons tous que le premier à être surpris de ce résultat, c'était l'état-major. Parce que est-ce qu'un seul article dans cette Constitution peut provoquer un drame institutionnel si jamais il y a une division dans l'armée? Donc maintenant, mis à part le fait que le peuple ait été déçu par la gestion de Tebboune, mis à part le fait que la gestion a été catastrophique, mis à part la répression, mis à part le nombre d'arrestations depuis que Tebboune est intronisé à la tête du pays, mis à part les provocations des ministres qui animent des meetings alors qu'il y a un confinement, alors que les gens sont empêchés de faire des marches pacifiques, tout ça, c'est un lot, mais le lot le plus important, c'est que cette constitution pourrait diviser l'armée. Donc le fait qu'il n'y ait pas eu de bourrage d'urnes veut dire qu'il y a un malaise en haut lieu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a une question qui était aussi très intéressante, c'était la question de savoir est-ce que c'est moral, est-ce que c'est éthique de faire passer une constitution à 23%. Bon, toutes les constitutions, surtout depuis Bouteflika, depuis bien avant, toutes les constitutions ont connu des chiffres fabriqués par l'administration. Toutes, peut-être les constitutions n'ont jamais dépassé les 23%. C'est peut-être la première fois que ça les arrange de donner un chiffre que beaucoup disent gonflé, mais quand j'entends Chorfi dire que la pandémie, l'éloignement, ceci, cela, bah, ça aussi c'est gonflé. C'est franchement gonflé que de maintenir un scrutin en pleine crise sanitaire et de venir dire que les gens ne sont pas partis parce qu'il y a eu la crise sanitaire. Merci. Merci Nabila Smaïl. Désolé de vous avoir interrompu. Je trouve que votre explication sur le pourquoi du comment, pourquoi ont-ils publié quand même un tel chiffre est très bonne. Moi, je n'ai pas pensé à ce que vous venez de nous dire. Alors, Karim Kebir, notre dernier intervenant, merci d'avoir accepté notre invitation, Karim. Karim Kebir, journaliste, activiste, analyste politique. Bonsoir Jamal et bonsoir aux téléspectateurs. Merci Karim. Alors, votre sentiment sur ce qui vient de se passer, sur cet exploit des Algériens qui pourtant étaient pris au piège par une série de relais en tout genre et qui pourtant viennent de réaliser le plus grand boycott massif jamais observé depuis l'indépendance du pays. Bon, je crois que c'est un camouflet, c'est un grand camouflet pour le pouvoir. C'est un désaveu cinglant parce qu'il faut dire tout ce qu'ils ont fait pendant une année. Depuis l'élection présidentielle, tout a été fait de telle sorte à ce qu'il referme un peu la parenthèse du Hirak à travers cette constitution, c'est-à-dire à la manière un peu de Bouteflika en 99. Donc je pense que Tebboune et le clan qui le soutient en tout cas, récupérer une certaine légitimité à travers cette constitution. Donc le Covid aidant, ils ont pu ils ont tout préparé à leur manière, à leur façon, à travers le verrouillage des médias et les multiples arrestations. Donc tout a été ficelé de telle sorte à ce que cette constitution soit utilisée pour un peu relégitimer le pouvoir, mais malheureusement pour eux, ça a été tout à fait le contraire et le résultat quand même c'est inédit dans l'histoire des scrutins en Algérie. Jamais ils ont eu un taux aussi faible qui révèle en tout cas, il conforte ce qui a été posé par le Hirak depuis le début, à savoir qu'il y a une grave crise de confiance, c'est que ce régime n'a plus d'emprise sur la société, il représente absolument rien du tout. C'est-à-dire le divorce est consommé entre les dirigeants et la population, et donc ils sont appelés à changer tous les paradigmes, toute la Est-ce que ce n'est pas une annonce de grand bouleversement au sein du régime, parce que certains ne vont pas s'en tirer aussi facilement après avoir mis tout le régime dans l'impasse? J'imagine que certains vont devoir payer les pots cassés et servir de bouc émissaire.
Oui, bien sûr. Vous savez, de toutes les façons, le régime maintenant, ce n'est qu'une autre séquence qui traduit l'impasse totale dans laquelle il est embourbé. D'ailleurs, il risque encore de voir la situation encore plus compliquée si jamais le président Tebboune soit absent encore pour longtemps. Peut-être qu'il serait contraint à envisager l'éventualité de l'utilisation de l'article 102. Qui va valider cette constitution, qui va la promulguer parce qu'il doit être signé par le président. Donc est-ce qu'ils vont travailler avec l'ancienne ou la nouvelle constitution? Ce sont de nombreuses questions qu'il va falloir pour eux résoudre. Donc je pense qu'aujourd'hui la balle est plutôt dans le mouvement populaire, comment il peut s'organiser et comment il peut proposer l'alternative. Mais sinon pour le régime, certainement qu'ils vont continuer à se tirer dans les pattes comme d'habitude, à jeter certains comme bouc émissaire, à envoyer en prison des têtes. Mais est-ce que pour autant ça va régler la crise? Non, je ne pense pas. Donc, merci. Ils sont condamnés à changer les paradigmes de la vision pour la sortie de crise. Karim Kabir, merci beaucoup. Idir Nour, merci. Yahya Mkhioba, merci. Mziane Meriane, merci. Badreddin Gerfa, merci. Nous n'avons pas pu le joindre de nouveau. Zoubida Assoul, merci. Adel Jabbar, nous n'avons pas pu le joindre. Nabil Asmaïl, merci. Mohsen Belabbas, merci. Hassan Mouali, nous n'avons pas pu le joindre. Alors, pardon. Mustafa Bouchachi, merci. Amira Bouraoui, nous n'avons pas pu la joindre de nouveau. Lila Tamansort, merci. Karim Kabir, merci encore une fois. Et Chaban Qassi qui va clore l'émission. 30 petites secondes, je voudrais saluer Abdellah en régie. On est pris par le temps. On va vous diffuser quelques unes de presse. Ça va prendre 30 secondes et vous allez voir que aussi les médias internationaux, voilà, pendant que je vous commande ça va partir, à commencer par Le Point. Un référendum constitutionnel approuvé mais massivement boycotté. Le Huffington Post international, ça va arriver en Algérie. Boycott massif du référendum constitutionnel. Voilà, juste derrière, c'est Le Monde, le référendum censé fonder une nouvelle République et Algérie, ce que souhaite le peuple, est massivement boycotté. Et puis pour aussi RFI, pardon, le référendum constitutionnel marqué par une abstention record, je vous en parlais en début d'émission. Et puis pour terminer, vous allez voir Libération qui parle de la santé du président, un malaise récurrent. En faisant référence notamment à l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Chaban Qassi, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, b'slama.